Chers téléspectateurs, bonsoir ou bonjour selon votre fuseau horaire. Nous enchaînons donc avec la deuxième partie de notre émission sur les AVC. À titre de rappel, la première partie a traité de la connaissance de cette pathologie et dans la deuxième partie, nous allons parler de la prise en charge en insistant sur la rééducation. À cette occasion, nous allons faire intervenir donc au cours de cette émission le professeur Richard Urbain-Bileko, rhumatologue, chef de service rééducation fonctionnelle au CHU de Brazzaville. Nous vous invitons donc à suivre la deuxième partie de cette émission. Lorsqu'on a vu la définition de l'accident vasculaire cérébral à la première émission, on a dit qu'il y a deux types. Il y a un AVC ischémique et il y a un AVC hémorragique. Lorsque l'ischémie s'installe, donc lorsqu'il y a un caillot de sang qui bouche l'artère, il faut agir rapidement dans les 3-4 premières heures. Sinon, il y a mort cellulaire et il y a une ischémie irréparable. Alors docteur, ces cas d'AVC que nous avons évoqués laissent souvent des séquelles importantes. Quelle est la conduite à prendre devant le handicap? Généralement, la séquelle la plus connue, c'est les handicaps moteurs. On conseille, au fait, c'est la rééducation qu'il faut faire. Mais une rééducation, au fait, la rééducation commence depuis l'hôpital. Depuis l'hôpital, on fait ce que nous on appelle d'abord une rééducation passive au début, et puis après, c'est une rééducation active. À la sortie, le malade sort avec, généralement, nous on fait des bancs de rééducation. Il y a des centres ici appropriés. La rééducation jusqu'à ce que le malade récupère au maximum. Mais cette rééducation dépend aussi, le succès de la rééducation dépend aussi de l'âge du patient, de la gravité de l'accident vasculaire cérébral et de la qualité de la rééducation. Oui, pour ajouter, excusez-moi, un petit truc sur la rééducation, parce que c'est par expérience, on voit nos malades qui vont faire la rééducation, on leur dit qu'il faut faire la kinésithérapie 3 fois par semaine, c'est insuffisant. Normalement, la rééducation, il faut la faire tous les jours et voire même plusieurs fois par jour. Et plus on fait la rééducation, mieux on récupère. Moins on fait la rééducation, moins on récupère. Comme le docteur Matali disait tout à l'heure, le but de la rééducation, les cellules nerveuses, quand elles sont détruites, elles ne régénèrent pas. Le but de la rééducation, c'est comme dans un quartier, quand un voisin est décédé et qui n'a laissé personne, les voisins qui sont tout autour s'organisent pour entretenir sa parcelle. Au niveau du cerveau, c'est pareil. Donc les cellules qui sont tout autour de la lésion vont chercher à créer des connexions entre elles pour compenser la fonction perdue. Ça veut dire que si la lésion est très étendue, la récupération est faible. Parce que ces cellules ne pourront pas créer des connexions pour faire récupérer la fonction. Et cette capacité de récupération ou de création de connexions est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace chez des sujets jeunes. Et ça veut dire que si on est jeune, on a une petite lésion, on a même des chances de récupérer à 100%. La rééducation, c'est une spécialité médicale. Et elle doit bénéficier de toute la logistique qu'il faut. Lorsque quelqu'un fait un AVC, nous l'amenons toujours à l'hôpital, le plus souvent à l'hôpital. On le reçoit ou bien dans un service des urgences, on le met dans un service de médecine, ou alors pour les hôpitaux généraux, on le met dans un service de neurologie ou de cardiologie. Mais ces services-là ne sont pour lui que des services pour aider au diagnostic. Ils doivent y mettre le moins de temps possible. 3 à 5 jours au maximum, parce qu'on aura fait le scanner si c'est possible, on aura fait le bilan pour savoir est-ce qu'il est diabétique, est-ce qu'une hypertension a touché aussi le rein, pour savoir tout ça. Mais aussitôt après, la personne doit être hospitalisée dans un service adapté qu'on appelle service de rééducation fonctionnelle. Ces services sont tellement spécialisés et nécessaires qu'ailleurs,
ce sont des hôpitaux. Imaginez le bâtiment de 5 étages du CHU consacré uniquement à la rééducation. Ailleurs, il y a des hôpitaux de rééducation. Je profite pour faire un plaidoyer. En tant que chef de service de rééducation au CHU, nous n'avons pas de lit d'hospitalisation en rééducation. Donc les malades mettent du temps en neurologie, 3 mois, 6 mois, 12 mois ou plus, ou en cardiologie, alors qu'ils devaient être pris en charge dans un service adapté avec des lits de rééducation. Et après, ils continuent en ambulatoire, en quittant la maison, pour venir faire la rééducation dans un centre adapté. Donc ça, c'est un véritable problème. Maintenant, comment cela se fait-il en pratique? Alors, quand quelqu'un a fait un AVC, là, ce qui est urgent, ce qui est important, c'est que dès que l'AVC survient, il faut commencer la rééducation. Donc, il y a une idée fausse qu'il faut combattre. Les gens disent qu'il a l'AVC, la tension est élevée, il ne faut pas faire la kinésithérapie. Ce n'est pas vrai. Ça commence par le positionnement. Il faut bien le positionner. Il y a des techniques pour ça. Le rôle de l'infirmière est important et le rôle du kinésithérapeute aussi. On va d'abord prévenir les complications de l'immobilité. Quelqu'un qui a un AVC qui est paralysé, elle va être allongée dans un lit. Nous sommes des bipèdes, nous ne sommes pas faits pour rester allongés dans le lit. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des complications de l'immobilité. Et ce sont ces complications qui vont le plus souvent emporter le malade. Il ne va pas mourir de l'AVC, il va mourir des complications du fait qu'il est resté allongé pendant longtemps. C'est quoi? Il suffit de 3 heures à peine dans une même position sans bouger pour développer des plaies qui sont très douloureuses, qui s'infectent, qui sentent mauvais, qui gênent tout le monde et qui vont emporter le malade, qu'on appelle des escarres. C'est un drame lorsque l'escarre arrive. Et c'est un manquement grave si le personnel soignant n'a pas été capable de prévenir les escarres. La deuxième complication de l'immobilité, c'est l'encombrement des poumons. Quand nous sommes assis ou debout, nous expectorons, nous respirons, nous toussons un peu, toutes les saletés s'en vont. Mais quand on est allongé, tout va rester stagné dans le poumon. On va s'encombrer, la respiration est bruyante et le microbe va venir. Ce qui est plus grave, c'est que cette personne est à l'hôpital où il y a des microbes sélectionnés, des champions du monde parmi les microbes. Les plus graves sont à l'hôpital, ils sont sélectionnés, ils résistent aux antibiotiques. Et ça va donner une septicémie, le malade va mourir. Je vous apprends que la plupart des gens qui meurent d'AVC dans les hôpitaux, quand ce n'est pas le coma, c'est l'infection qu'ils vont attraper à l'hôpital du fait qu'ils soient allongés. Donc là, la kinésithérapeute fera la kinésithérapie respiratoire pour favoriser le drainage des poumons, des bronches. Que ça ne soit pas encombré, qu'il n'y ait pas d'infection. Donc quand on est allongé aussi, les urines vont stagner dans la vessie. Ce n'est pas bon. Normalement, nous devons pisser régulièrement. Et là, la vessie, les urines vont s'infecter. Et il y a aussi une infection urinaire qui va s'aggraver en septicémie, infection généralisée, et la personne peut mourir. Bon, il y a d'autres complications qui viennent ou au début ou à la fin. Vous avez des gens qui sont allongés, qui vont avoir des rétractions. Les mains ne seront plus mobilisables, ça va être très très dur. Et après, pour les rééduquer, ça sera difficile. Donc, on prend en charge d'abord les complications du décubitus. C'est le positionnement, les retournements, la kinésithérapie respiratoire. Mais aussitôt, on va, dès que c'est possible, on va mettre la personne au fauteuil. Et là, il faut que nos hôpitaux, on ait des fauteuils roulants ou des chaises qui permettent de pouvoir mettre un hémiplégique en position assise. On va apprendre par les kinésithérapeutes, d'abord en étant au lit, le malade doit apprendre à se retourner, à prendre conscience, surtout quand c'est l'hémiplégique gauche, de son côté paralysé, qui doit être conscient que c'est paralysé. On doit lui apprendre les retournements au lit. Après, on va lui apprendre de s'asseoir, on va l'aider. Tant qu'il ne peut pas s'asseoir parce qu'il n'a pas de trouble de l'équilibre, n'a pas l'équilibre, parce qu'il a un trouble de l'équilibre, on le mettra au fauteuil. On va travailler l'équilibre, on va travailler les transferts couché, assis. Et après, on va travailler le transfert assis, debout. Ça se fait progressivement. Du lit, on passe au fauteuil. Le fauteuil dans la salle ou le fauteuil roulant. C'est même mieux le fauteuil roulant parce qu'on peut un peu l'amener dans le couloir, dehors, voir à peu près ce qui se passe. C'est bon pour son moral. Et après, le kinésithérapeute va travailler la position debout. Surtout quand ils sont restés longtemps allongés, ils perdent toute notion d'équilibre. Nous avons des capteurs dans les pieds, dans le corps, dans les oreilles, partout, qui nous permettent de rester debout. C'est souvent, ça ne fonctionne plus quand c'est comme ça.
Donc il y a une rééducation particulière qui permet à la personne de pouvoir rester debout. Ce n'est qu'après qu'on va travailler la marche. C'est le Centre de l'éducation fonctionnelle de Brazzaville, créé le 9 décembre 1999. C'est un centre spécialisé de réadaptation à caractère médico-social, placé sous la direction générale des affaires sociales, qui dépend du ministère des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité. Le Centre de l'éducation fonctionnelle de Brazzaville a pour mission d'abord d'exécuter la politique de l'éducation fonctionnelle du ministère des Affaires sociales. Rendre des soins de réadaptation de qualité à moindre coût à la population. La pathologie la plus courante, c'est les hémiplégies. Les hémiplégies, ce sont les malades qui ont eu l'AVC et ils ont eu la paralysie d'un côté du corps. Donc, le plus souvent, c'est ces malades-là qui nous arrivent. Le pourcentage de guérison, si les malades viennent, si c'est récemment, la guérison est vraiment efficace. Mais si les malades mettent du temps, nous sommes des Congolais, le malade avant de venir ici doit d'abord aller chez les religions, et tout ça là, c'est les guérisseurs, donc ils viennent ici en retard. Si c'est récemment, le taux de guérison est vraiment efficace, même à 50%. Je suis ici pour suivre la rééducation fonctionnelle. J'ai fait l'AVC. L'AVC, je suis resté à l'hôpital général pendant 1 mois. Et puis, par la suite, je suis rentré chez moi. Non, il a fallu que je vienne ici parce que pour recouvrer ma santé. C'est pourquoi vous me voyez ici, au centre. Le centre a pour fonction de faire que ceux qui souffrent des dysfonctionnements puissent recouvrer leur santé. Ici, il faut avouer honnêtement, les agents de la santé qui sont en service ici font de leur mieux. Ils travaillent avec abnégation. Et en tout cas, c'est des gens consciencieux. Grâce à eux, je suis sûr que dans un laps de temps, je vais recouvrer ma santé. Souvent, nous voyons des gens qui boitent, qui marchent, qui tirent la jambe. Il y a un travail qu'il faut faire. Hein. On va pas aller dans les détails. Il y a des techniques qui permettent, donc, une fois la verticalisation faite, hein, passer d'assis à debout, d'avoir l'équilibre, de marcher. Souvent, on prend 2 barres parallèles. Ou alors, on prend un appareil que vous pourrez voir qu'on appelle le déambulateur. C'est un cadre de marche où on tient avec les deux côtés et on pousse un peu, on marche. On travaille la technique de marche. Dans la plupart des cas, ceux qui sont paralysés vont pouvoir marcher au bout de 6 mois, 9 mois. Parce que le cerveau se refait. Il se refait entre guillemets, c'est-à-dire qu'il trouve des circuits d'adaptation qui lui permettent de commander encore la marche. Mais cette marche ne sera plus bonne. Elle sera une mauvaise marche. Où on va frotter le pied par terre, ou on va le balancer sans contrôle. Alors, le rôle du kinésithérapeute, c'est d'aider à ce que la marche soit la plus proche possible d'une marche normale. Donc, si vous mettez un hémiplégique dans le quartier, il ne fait pas la rééducation. Avec le temps, il va pouvoir se lever et marcher. Mais il marchera mal. Donc, nous, il ne faut pas qu'on s'attribue
des avancées qui ne sont pas les nôtres. Nous, on va aider à ce que la marche soit la plus normale possible. Mais on va aussi aider à l'appréhension. Quand le bras est paralysé, ça c'est souvent plus dur. Souvent il y a des séquelles qui restent. Que fait l'État devant cette situation alarmante des AVC? Oui, merci. L'État a fait beaucoup de choses. Nous avons été donc interpellés par le ministère de la Santé en 2011 pour une réflexion sur l'intérêt d'un plan national de lutte contre les AVC. Nous avons travaillé dessus. Donc le Congo dispose d'un plan national de lutte contre les AVC. Et ce plan a principalement 4 axes. Le premier axe, c'est un peu ce que nous faisons là, que nous faisons de temps en temps avec l'appui du ministère de la Santé, c'est l'information et la sensibilisation de la population sur les AVC, sur la prévention. Le deuxième axe, c'est la formation du personnel qui s'occupe des AVC. Nous l'avons fait avec le docteur Matali et nos collègues cardiologues. On a fait un peu le tour des différents départements pour former les médecins des hôpitaux de base et des hôpitaux généraux qui reçoivent les AVC, sur la prise en charge des AVC. Le troisième axe, c'est la prise en charge intra-hospitalière. Là, c'est l'intérêt, c'est avec ce plan qu'on a mis en place l'unité neurovasculaire. C'est dans le troisième axe de ce plan. Et normalement, il y a une deuxième unité neurovasculaire qui devrait être mise en place à l'hôpital de Luanzili à Pointe-Noire. On débutait par ces deux. Et puis, secondairement, en fonction de la disponibilité des neurologues, d'autres unités neurovasculaires pourront être mises en place. Et le dernier axe, c'est sur la recherche, sur les AVC. Tout le long de notre émission, vous avez évoqué le caractère un peu cher comment dire, des examens. Je veux parler du scanner qui n'est pas à la portée de toutes les bourses aussi. Et je pense que vous avez ces cas-là souvent, lorsque vous recevez des malades qui sont parfois démunis et qui sont incapables de se prendre en charge. Est-ce qu'il y a une suggestion aussi allant dans ce sens? Oui, à ce sujet, toujours dans nos réflexions avec nos autorités, nous avons effectivement fait la proposition de revoir le coût du scanner et nos propositions ont été entendues par nos autorités. Aujourd'hui, le scanner est à 60 000 au CHU. Donc, le coût a été revu. Ce n'est plus à 100 000 francs. Non. Donc, le scanner est à 60 000 francs au CHU. Et l'IRM, qui en privé coûte 300 000. Et même quand vous payez votre billet pour aller au Maroc, c'est à peu près les mêmes coûts. Au CHU, l'IRM, dans le cas des AVC simples, coûte 80 000. Donc, ça a pris le coût qu'avait le scanner avant. Et quand on injecte pour d'autres pathologies tumorales et autres ou inflammatoires, l'IRM est à 100 000 francs. Ça veut dire que par rapport à l'accessibilité, il y a un grand pas qui a été fait par la direction du CHU qui a pris cette décision courageuse pour pouvoir baisser ses coûts pour que les examens soient accessibles à la population. Vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes face à quelqu'un qui vient de présenter des signes d'AVC. Vous vous assurez d'abord s'il est solvable ou vous le prenez en charge avant de voir d'autres aspects. Actuellement, avec la mise en place de l'unité neurovasculaire, ce que nous faisons, c'est quand un malade arrive, s'il peut faire leur scanner, parce que jusque-là, on n'a pas encore mis un mécanisme pour que les gens fassent le scanner avant le règlement. Le mécanisme qu'on n'a pas encore mis en place. Mais il nous arrive de prendre des malades dans l'unité neurovasculaire pour débuter des traitements. Ils vont payer après. Et là, on a eu très récemment une réunion avec la direction du CHU qui demande qu'il y ait une pharmacie intra-service, dans les services d'urgence, où quand un malade arrive, il est pris en charge et ensuite l'ordonnance est secondairement remise à la famille pour que la famille aille régler à la caisse et ramener que des reçus. Donc la prise en charge sera mise au premier plan, la prise en charge sera automatique et le règlement secondairement. Maintenant, pour ceux qui peuvent régler automatiquement,
ils le feront. Mais ce qu'on veut éviter, c'est la remise d'ordonnances pour que les malades aillent d'abord chercher des médicaments avant la prise en charge. C'est qu'il y a une prise en charge et puis le règlement des ordonnances soit fait secondairement. Souvent, les gens réduisent la kinésithérapie, la rééducation au massage, avec des débordements mercantiles. Des gens qui passent de maison en maison, faire des massages. Je ne cite pas les Asiatiques des pays que vous connaissez, qui se font du beurre au Congo pour faire ça. Chez un hémiplégique, le massage ne sert pas à grand-chose. Parce qu'on le prendra pour la kinésithérapie, c'est-à-dire le traitement par le mouvement. C'est ce qu'il convient. Donc, masser, passer à la maison, on se fait prendre en charge par le transport, on est payé ensuite, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. C'est le mouvement qu'il faut réapprendre et par le mouvement, la personne va essayer de corriger le déficit ou de compenser le déficit. Donc, le massage peut aider à préparer le mouvement. Mais ce n'est pas la peine de perdre du temps à un malade en lui faisant des massages. Lorsque l'AVC survient, les médicaments les plus essentiels ne sont pas à la disposition du Congo. C'est ce que je vous ai dit, il faut agir vite pour le cerveau. AVC, agir vite pour le cerveau. Ça va venir. C'est en cours d'installation. Cela se fait dans les unités neurovasculaires, des unités de prise en charge des AVC en urgence. Ça se fait. Depuis même la maison. Quelqu'un fait un AVC, on lui envoie les médecins, un infirmier à la maison, dans les transports qu'on appelle SAMU, dans une ambulance, et on commence la prise en charge déjà, jusque dans le transport, jusqu'à l'hôpital, le centre spécialisé. On va le mettre en place au Congo, c'est prévu au moins. Mais en dehors de ça, aucun médicament n'est essentiel. Alors, il y a des produits que les gens recommandent, pour lesquels les gens font des publicités auprès des jeunes médecins ou des soignants, qui coûtent cher, qui ne servent à rien. Je ne citerai pas les noms, mais les médicaments sont inutiles. Peut-être ceux qui préviennent les complications quand l'artère ou la veine se bouche. On peut déboucher. Non, mais c'est pour un moment. Mais il n'y en a pas qui vont, soi-disant, réoxygéner le cerveau. Ça n'existe pas. Ou des médicaments qui vont agir sur le nerf pour accélérer sa guérison. Je ne cite pas les noms, ce sont des médicaments qui sont souvent utilisés, qui ne servent à rien. Donc je reprécise. Quand l'AVC survient, c'est trop tard. On agit vite sur le cerveau pour déboucher l'artère. Sinon, il n'y a pas de médicaments, très peu de massage, c'est le mouvement, la kinésithérapie qui est essentielle, qui est recommandée. Et puis les autres techniciens, j'en ai parlé, ceux qui vont rééduquer le langage, ceux qui vont rééduquer la parole, ceux qui vont améliorer la qualité de la marche, ou ceux qui vont aider à repartir à la maison et à reprendre son travail, les ergothérapeutes. Au niveau de la Fondation Congo Assistance, le problème concernant les accidents vasculaires cérébraux a une répercussion sociale importante, également une répercussion médicale. Donc nous recevons assez régulièrement des lettres des patients qui nous demandent de venir en aide face à cette situation. Il s'agit essentiellement de l'assistance médicale et sociale, parce que ceux qui m'ont précédé, les spécialistes qui vous ont donné la réponse médicale l'ont précisé. Il s'agit surtout de la rééducation, qui est une rééducation longue et adaptée à leur situation. Ça veut dire, en d'autres termes, il faut qu'ils aient des séances de rééducation fonctionnelle de façon continue jusqu'à ce qu'ils recouvrent pas leur situation d'antan, mais jusqu'à ce qu'ils recouvrent une certaine autonomie de la personne. Donc il s'agit des gens qui sont paralysés, des gens qui ne parlent pas. Donc que faisons-nous?
nous rentrons en contact quand nous le pouvons, parce que ces gens ont une mobilité difficile. Ce sont des gens qui viennent nous voir et avec lesquels nous débattons. Nous essayons de connaître la personnalité de ces malades et nous leur venons en aide dans la prise en charge de la rééducation fonctionnelle. Ce qu'il faut dire, c'est que souvent, les malades mettent l'accent plus sur le médicament que sur la rééducation. Et ça nous donne aussi l'occasion de faire de l'éducation pour la santé, de leur signifier que le vrai problème, il est au niveau de la rééducation. Et cette rééducation, elle peut se faire, bien sûr, par les spécialistes. Les spécialistes leur donnent les premières rééducations, mais la rééducation, elle se fait aussi à titre personnel, individuel. Et en ce moment-là, nous essayons de leur apporter tous ces concours. Mais nous prenons aussi en charge les facteurs étiologiques, la cause de l'AVC. Il peut s'agir d'une hypertension artérielle, il peut s'agir d'un diabète, il peut s'agir d'autres choses. Donc, nous rentrons en contact avec les médecins traitants pour que nos actions convergent, pour que nous ne disions pas le contraire de ce que dit le médecin traitant, ainsi de suite. Donc, voilà un peu ce que nous faisons comme prise en charge ici. Il faut dire que les dossiers s'accumulent. Cette année, nous avons plus d'une vingtaine de cas à traiter. Une vingtaine de cas sur une centaine, donc à peu près 20% des dossiers que nous traitons sont liés aux accidents vasculaires cérébraux. La famille donc a une place importante en accompagnement le malade. Hein? Il faut faire comprendre à la famille ce qui se passe. Il ne faut pas que la famille se substitue aux soignants. Ça va mal se faire. Elle va avoir une relation d'aide aux soins. On lui dira ce qu'elle peut faire, ce qu'elle doit faire. On lui dira aussi ce qu'elle ne doit pas faire. Vous voyez, il y a des parents qui vont aggraver la situation en forçant le malade à manger. Le malade qui est allongé. La nourriture va pas aller dans l'estomac, va aller dans les poumons. Ça va s'infecter et ça va tuer le malade. Il y a des familles qui vont amener la nuit ou le soir quelqu'un pour faire des scarifications, pour faire des ventouses, pour masser. On va masser le côté hémiplégique. On va aggraver la situation. Ça va retarder la récupération. Mais pourtant, la famille aura des bonnes intentions. La famille est importante parce qu'elle va aider à retourner le malade. Elle va aider à garder le malade propre. Écoutez, il ne faut pas garder quelqu'un qui a un AVC souillé avec ses urines. Comment? C'est une atteinte à la dignité. Donc ça, c'est le rôle de la famille. La famille doit comprendre que c'est un travail de rééducation de longue haleine. Hein? Elle doit amener le parent. Et puis, on doit lui expliquer qu'est-ce qui se passe. Parce que souvent, ils vont penser que le malade fait exprès. Ils vont se fatiguer et ils vont décider de laisser la personne et de préparer son enterrement. Vous vous rendez compte? Il y a des abandons qu'on constate aussi. Donc, la famille a un rôle important. Concernant la réinsertion, dans le continuum de soins, j'avais dit qu'il y a la promotion de la santé. Il y a la prévention. Il y a le traitement quand la maladie est là. Il y a la rééducation pour corriger le déficit. Il y a la réadaptation pour aider à compenser le déficit, hein, ce qu'on ne peut plus faire. Et l'objectif en réalité de la prise en charge de l'AVC, c'est d'aider la personne à retourner dans sa famille, dans la société et dans son travail. Qu'il s'agisse d'un travail de salarié dans une entreprise ou de fonctionnaire, ou d'un travail d'aller vendre des choses au marché ou faire un travail d'ouvrier lorsque ce sera possible. Donc, pour ça, on va d'abord évaluer le handicap. Hein. Nous faisons une différence entre la lésion, l'AVC tel que le nerf, le cerveau est touché, l'infirmité qui va arriver parce qu'on n'arrive plus à saisir le bic, on n'arrive pas à saisir le verre, on ne peut plus attacher son panne, on ne peut plus marcher, et le handicap qui est le fait de ne plus pouvoir faire les activités de la vie quotidienne, manger tout seul, se laver tout seul, s'habiller tout seul, avoir une relation de déplacement dans le quartier ou pour aller à l'église le matin, aller au marché, donc dans la société. Et puis maintenant, la réinsertion au travail. Pour la réinsertion dans la famille,
Il y a ce qu'on appelle les ergothérapeutes et les assistantes sociales qui vont aller dans la maison, voir si on peut réaménager la maison, parce que la personne ne marche plus bien, elle n'a pas un bon équilibre, il ne faut pas qu'elle tombe. Comment faire pour que le lit soit accessible? Comment faire pour qu'on puisse prendre sa douche convenablement? On va aider la personne, si vraiment l'appréhension ne peut pas être récupérée, à pouvoir manger avec une seule main. Parce que souvent la famille aide. Les femmes, quand c'est l'homme, elles sont tellement présentes qu'elles font les choses à la place de l'homme ou les enfants. Et quand c'est comme ça, l'homme ne fait plus rien, quand c'est un homme bien sûr, et finalement il ne va pas réapprendre. C'est comme si un enfant qui doit réapprendre à marcher, hein? C'est vraiment le même processus. Donc c'est en faisant qu'on va s'améliorer. Donc dans la famille, on doit mettre un environnement adéquat. Pour ceux qui ne parlent plus, il faut leur laisser la télévision, la radio, il faut leur parler sans se moquer d'eux. Et ça va revenir au fur et à mesure. Maintenant, pour le travail, quand la situation ne permet pas de corriger le handicap, de ne plus reprendre le travail, il y a des dispositions qui permettent de faire des compensations. Hein. Si un professeur d'anglais a fait une hémiplégie, si cette hémiplégie, si cet AVC n'a pas touché la parole, dans la manière de dire et dans la manière de comprendre, elle doit pouvoir se déplacer avec une canne au besoin pour aller enseigner l'anglais. Il ne faut pas qu'elle dise qu'elle ne peut plus rien faire. Si quelqu'un qui était hémiplégique, qui était dans la chorale d'une église, mais il faut qu'elle reprenne cette activité de choriste. Au besoin, on l'aidera à pouvoir marcher, si c'est possible. Mais c'est bon qu'il marche. C'est bon qu'il marche. Dans le travail, c'est pareil. Alors, ailleurs, il y a des aménagements de postes de travail. Hein. Bon, quelqu'un qui montait des étages, qui travaillait au 2e et 3e étage, il faut que l'entrepreneur, enfin l'employeur comprenne qu'il faut peut-être lui aménager un bureau au rez-de-chaussée. Ça, c'est des choses qui sont possibles, mais c'est une grande partie essentielle. Et cette partie devra être développée au Congo. Il faut que nous ayons au Congo des centres de réadaptation, des centres de rééducation, où pourront être intégrés l'ensemble des techniques, l'ensemble des spécialistes, médecins et non médecins, hein, médecins rééducateurs et médecins neurologues, médecins orthopédistes, médecins généralistes et tous les intervenants que j'ai cités, à commencer par les kinésithérapeutes, les infirmières, les orthoprothésistes, les orthophonistes, autant de spécialités qui sont des débouchés pour nos jeunes bacheliers, qu'il faudra faire, parce que souvent on manque de spécialistes pour la rééducation et pour la réadaptation. Donc voilà, mon plaidoyer serait, pour ce résumé, que nous puissions prendre en charge convenablement l'hypertension, c'est-à-dire l'éviter d'abord, mais comme c'est plus souvent, c'est presque constitutionnel, génétique, éviter qu'elle s'aggrave, la prendre en charge correctement, se dépister, se soigner pour éviter l'AVC. Une fois que l'AVC survient, espérons qu'on pourra agir vite sur le cerveau grâce aux unités neurovasculaires, mais surtout prendre en charge les complications de l'immobilité. Hein? Éviter les complications qui vont arriver au début, qui vont emporter le malade. Après, c'est les milieux adaptés de rééducation qui doivent exister partout. Le Congo avait déjà des centres de polio. La polio ayant régressé, sauf la dernière épidémie, ces centres sont devenus des centres de rééducation. Il y en a dans chaque département. Il faut les développer, les équiper, former les gens, que les gens s'occupent du handicap. C'est la première cause de handicap au Congo. Donc, il faut mettre les moyens pour prendre en charge. La maladie a commencé, c'était le 8 décembre. Moi, j'étais en plein sommeil. Le 8, je dormais. Maintenant, j'ai senti les violents maux de tête. J'ai senti les très violents maux de tête. Après, c'était 4 heures du matin. Après, je voulais me réveiller. Après, je ne pouvais pas me réveiller. Moi, je me suis effondrée seulement comme ça. Je ne pouvais pas me lever. Je ne pouvais pas me lever. Je tournais seulement par terre là. J'avais le petit-fils qui avait 8 ans. Il est parti dehors dire aux gens que ma mémé
ne peut plus se lever. J'ai téléphoné aux frères, ils sont venus me prendre, m'ont amené à l'hôpital à urgence. J'ai fait 3 jours là-bas, à l'hôpital général. Je suis sortie. Après la sortie, j'étais partie chez le docteur Matali, le neurologue, le docteur Matali. Elle vient de France, ma famille. Puis il m'a dit, bon, il faut partir au centre de rééducation fonctionnelle à Jeanne Vial. Il faut partir là-bas. Moi, je dis oui. J'étais venue ici, bien cabossée. Mais quelques jours, je ne pouvais pas même prendre le bâton pour me tenir debout. Hein? Alors, maintenant, ici, quand même, je peux maintenant prendre le bâton pour me tenir un peu debout. Et maintenant, je me tiens un peu debout. Hein? On est venu ici, on m'a bien accueilli. Hein? On travaille bien ici. Mais le centre fonctionnel est riche parce qu'il y a tout le monde qui vient tous les jours, tout Brazzaville, tous les jours. Donc s'il pleut, on peut pas, il ne peut pas travailler. Il y a ça coule partout. Donc l'eau, ça rentre dans la maison, il ne peut pas travailler. Donc il ne peut pas recevoir les malades. Je ne peux pas recevoir les malades. Donc ici, c'est comme ça. Le dernier volet, mais c'est celui de la prise en charge. Je pense que le gouvernement est en chantier pour ce que j'appelle le système d'assurance maladie universelle. Parce que si quelqu'un fait un AVC, quel que soit le centre où il est pris en charge, le scanner et l'examen, important. Mais si le scanner n'est pas accessible, le traitement ne sera pas accessible dans les temps. On va supposer des choses. Ce qui permettra à tout patient de façon égalitaire, quelle que soit son origine, de façon claire, sans discrimination, d'arriver dans un centre de santé ou dans un hôpital et pris en charge pour accéder à ces examens, il est important qu'il ait la possibilité d'avoir cette prise en charge gratuite. Mais cela passera dans les prochaines années par la mise en place d'un système d'assurance maladie universelle. Je tiens à insister sur le fait qu'en raison de nos ressources limitées, l'aventure vers le tout curatif ne marchera pas. Nous devons privilégier la promotion de la santé et la prévention pour faire que nos compatriotes, 1. changent leurs habitudes de vie, 2. se fassent dépister certaines maladies importantes comme l'hypertension, le diabète et bien d'autres qui exposent au risque d'AVC. Lorsque ces maladies sont dépistées, qu'ils se fassent suivre régulièrement pour empêcher d'aller vers ces complications, qui dans tous les cas viendront quand même dans un pourcentage faible de façon globale. Sur le curatif, oui, on l'a fait parce que malgré tout, l'AVC existe. Même dans les pays qui disposent des moyens, malgré les unités perfectionnées neurovasculaires, les patients décèdent d'AVC. Parce que quand l'accident vasculaire cérébral est hémorragique, foudroyant, ça envahit tous les ventricules, on est mort, il n'y a rien à faire, quel que soit le site où on est. Mais par contre, si l'accident est localisé, on peut assurer la prise en charge de façon précoce pour éviter l'invalidité. C'est la raison pour laquelle, en attendant les pouvoirs publics devaient faire des efforts pour faire quoi? 1. Qu'on minimise les coûts d'accès et aux explorations et aux soins. On peut réglementer dans un premier temps le coût du scanner qui soit accessible, en attendant que l'assurance maladie existe. On peut réglementer que les médicaments qu'on utilise pour prévenir l'accident vasculaire cérébral ou la traiter soient à moindre coût. Donc, il y a une dynamique qui existe. Les algorithmes, les cadres ont été formés. Donc, nous pouvons nous réjouir maintenant que dans tout hôpital de base de la République, on peut prendre en charge un AVC. Mais il suffit de renforcer ces équipements, de renforcer les algorithmes de prise en charge, de continuer toute la formation permanente pour que lorsque l'AVC s'installe, que nos confrères soient capables d'assurer une prise en charge minimale. Donc, encore une fois, je pense que grâce à l'appui de la Fondation, nous espérons que les gens comprennent le message de prévention. Il faut prévenir, encore prévenir et prévenir, parce que nous n'avons pas, dans le cadre de nos moyens, des possibilités d'assurer une prise en charge hyper optimale de l'accident vasculaire cérébral. Et le reste, c'est rendre que les examens importants soient accessibles à la population dans les temps pour que les patients, en cas d'accident vasculaire cérébral, puissent aboutir à une prise en charge qui soit conforme.
voilà, chers téléspectateurs, nous arrivons enfin au terme de notre émission. Quant à moi, je vous dis merci pour votre fidélité. Rendez-vous à la prochaine de Carrefour sur la drépanocytose.